Éric Brucker, je suis Brucher, Ah, pardon, Éric Brucher, je suis très heureux de vous rencontrer. Je dérape toujours en me disant, il ne faut pas déraper sur le nom Éric Brucher, Brucher. Et il Éric faut de Brucher, l'air ou de la chair. voilà, voilà. Éric Brucher, je suis très heureux de vous revoir pour une double actualité. Une première qui est liée à la parution d'un nouveau roman et une deuxième qui est liée à la maison d'édition qui accueille ce nouveau roman. Alors commençons par le roman, si vous voulez bien. Les débris du ciel, un très beau titre, est l'argument est le titre et l'argument de ce premier roman est un argument qui m'a fait songer à cette école littéraire américaine qui est le nature writing, où on plante des personnages à l'intérieur d'un environnement qui est l'environnement de la nature, parfois menacée, parfois exaltée, parfois exaltante. Alors, est-ce que c'est une comparaison ou une école qui vous convient? Oh, ça me convient, ça me touche surtout. Je n'y avais pas songé du tout en écrivant ce roman, mais c'est vrai qu'il peut être apparenté à cette école américaine, encore que je crois que le roman soit pas tellement américain dans sa forme ou même son écriture, mais ça c'est autre chose. Mais au fond, c'est parti d'une préoccupation que nombre d'entre nous partageons, hein, l'état du monde et l'état de la nature singulièrement, hein, oui. Alors, le nature writing ne se déroule pas nécessairement aux États-Unis, ni au Canada, Non, ni non, en bien de entendu. manière générale, mais c'est cette préoccupation d'installer des personnages dans une préoccupation qui s'hypertrophie en quelque sorte dans un environnement qui est celui de la nature, comme s'il y avait une sorte de confrontation de la nature, où qu'elle soit. Ici, on passe de la Bretagne magnifiquement racontée avec les fous de Bassan aux deux îles d'origine, je dirais, l'Irlande et la Corse. Alors, comment est-ce que tout cela s'est organisé? Est-ce que c'est l'idée d'écrire dans un lieu comme cela qui a prévalu ou le personnage? C'est toujours une question compliquée, la genèse, parce que les fils ou les vecteurs qui ont mené sont divers et multiples. Euh, il se fait que je suis ornithologue et que je constate depuis 50 ans la diminution drastique des oiseaux. Et je reste comme nombre d'entre nous, très préoccupé par l'état de disparition du vivant. Encore, on a appris cette semaine que le rapport du WWF stipule que 73% des animaux sauvages vertébrés, 73% ont disparu ces 50 dernières années. Et c'est quelque chose que je constate à mon niveau, enfin je peux pas le chiffrer, mais je le vois bien. Et voilà, j'avais le souhait d'écrire là-dessus. Comme j'aime beaucoup la Corse, que je trouve également, encore précisément, il s'agit là d'une nature encore assez préservée. Et donc je trouvais le rapprochement intéressant. J'avais depuis longtemps, pourquoi aussi le désir de mettre en relation ces deux îles-là, la Corse et l'Irlande, deux îles catholiques et rebelles. Et voilà, j'ai placé le personnage à peu près exactement entre les deux, moins en Bretagne que surtout du côté de l'approche Normandie, plutôt de la côte d'Opale là-bas. Euh, voilà, c'était ça, c'était ça. J'ai cherché à mettre quelque part en parallèle aussi la, la- le crash d'une histoire d'amour, l'effondrement d'une histoire d'amour avec l'effondrement de la biodiversité telle qu'on la nomme aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et donc finalement, pour moi, c'est une histoire de deuil. Le deuil d'une histoire d'amour, le deuil d'un certain monde, d'une certaine nature que je pense qu'on ne retrouvera pas dans sa richesse, sa diversité, sa beauté. Le deuil d'un père aussi, puisqu'il retourne dans son île d'enfance, achever et terminer un deuil que pour des raisons liées à son histoire, qu'il n'avait pas pu terminer. Oui, alors le crash, vous utilisez le mot crash qui est un terme aussi d'aéronautique avec Oui. cette idée des vols qui s'interrompent. Et c'est vrai Oui, que le crash de l'histoire d'amour est aussi associé métaphoriquement au crash de l'avion de Saint-Exupéry que vous évoquez à un oui, moment donné, qui crash, qui oui, s'est oui. tué. Le Au livre aurait pu s'appeler Crash.
Oui, Le oui, livre aurait pu absolument. sacrer qui crache. Parce que, en effet, si, il y a Saint-Exupéry, dont la mort reste toujours un mystère, hein. Il s'est craché dans son avion, son Lightning, euh, euh, au large des côtes de Marseille, et il y a plein d'hypothèses, c'est assez passionnant, mais il reste que on n'a pas de réponse définitive sur ce qui a pu se passer. Et au fond, cette histoire, cette chose-là est apparue ensuite et en cours d'écriture parce que j'avais choisi, enfin, pour autant que l'on choisisse, hein, on ne sait pas très bien d'où viennent les idées ou les images, que le père décédé du héros se soit craché précisément avec un ULM. Et alors le rapprochement avec Saint-Exupéry est arrivé également, puisque Saint-Exupéry était parti pour sa dernière mission lorsqu'il s'est craché de Corse. Et tout ça, c'est un jeu d'association voilà, qui j'espère ouvre l'imaginaire et donne à penser, donne à s'émerveiller aussi, parce que je pense que au-delà du deuil, je pense que c'est aussi un livre sur l'émerveillement et j'ai envie de dire des vertus politiques quasiment de l'émerveillement. Mm. Et dans quelle mesure est-ce que les lieux que vous choisissez et puis ce potentiel métaphorisme des images euh, conduit à créer chez vous un style peut-être différent de votre premier ou deuxième roman en Colombe? Est-ce que le style d'écriture s'aligne sur l'inspiration qui a donné lieu au personnage et au lieu? Mais j'imagine que oui, mais là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas réfléchi, hein, c'est intuitif, et donc moi, je ne remarque pas qu'il y ait une différence de style au fond. Je ne le remarque pas. Encore que c'est pas nécessairement vrai, je vais faire paraître bientôt à la rentrée en février, sans doute, un recueil de nouvelles, où là, c'est tout à fait autrement et autre chose, et un autre type d'écriture. Mais là, pour le coup, ici, moi, je vois pas la différence avec l'écriture qui était celle de Colombe ou des textes antérieurs. Enfin, donc, je vois pas. Mais donc, j'imagine en effet que l'écriture, puisque vous le remarquez, s'adapte quelque part au propos du livre. Oui. De partir J'aime souvent bien avoir une écriture parfois un peu abrupte et avec des phrases nominales, donc voilà, qui interpellent, qui secouent un peu. Et ça, je crois que c'était le présent, peut-être moins dans Colombe, mais dans le tout premier roman, Soleil devant. Oui. Ici, par contre, moi j'ai noté, et ça m'avait étonné, puisque je connaissais l'un ou l'autre de vos précédents romans, ça m'a étonné, c'est une forme de lyrisme qui venait sous la plume dès qu'il s'agissait d'évoquer notamment les oiseaux, notamment ces fous de bassan dont vous décrivez tellement bien la capacité de survol, de plongée, de pêche. C'est assez... Oui, ils portent bien leur nom, le fou, hein. Oui, Les oui. fous, eux aussi, ils partent vers un crash, une sorte de crash, hein, puisqu'ils plongent de façon vertigineuse dans des piquets hallucinants. Il faut voir ça en vrai, c'est complètement, c'est splendissime, hein. Mais oui, oui. Alors, j'ai imaginé ceci, au fond, quand on parle de l'effondrement, on parle parfois d'une spirale de l'effondrement. Et moi, j'ai imaginé une spirale inverse, une spirale vers le haut, en fait, hein, une sorte de vertige. Vous savez, quand dans des bandes dessinées quand un personnage a le vertige, on lui dessine une petite spirale au-dessus du crâne. Eh bien, c'était un petit peu ça. Et alors, voilà, le texte que vous évoquez, là, avec les fous de bassan, c'est parti comme une écriture très libre. Il est deux fois plus long, mais pour des questions d'équilibre, je l'ai raccourci. Mais c'est ça, ce lyrisme peut-être, c'est une forme oui, ce que je peux imaginer, une forme de spirale ascendante en fait, plutôt que la spirale effondrante. Bien, écoutez, comme dans tous les romans, il est très difficile d'évoquer en détail l'histoire et les personnages sans risquer de dévoiler ce qu'il en est. Et puis le roman, c'est aussi l'écriture, c'est aussi le bonheur de le découvrir, ce que je recommande à celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Alors j'aimerais qu'on passe au deuxième volet de notre entretien qui concerne la maison d'édition qui accueille ce nouveau roman et qui, en même temps, vous accueille comme éditeur dans le sens anglo-saxon du terme, Anglo-saxon. c'est-à-dire que vous recevez des manuscrits que vous évaluez, que vous soutenez, que vous publiez. Comment s'est passée cette phase entre être écrivain
et puis devenir finalement éditeur. Vous aviez déjà une première expérience avec la maison d'édition du Sablon, une maison des éditions Weyrich. Oui, précisément, hein. Donc, euh, je me suis proposé à Vincent Engel, donc l'initiateur, le fondateur, le créateur de Edern. Je me suis proposé très vite au début, hein, de son projet, comme accompagnateur, comme éditeur, donc comme vous le disiez. Et j'avais pu découvrir derrière l'expérience du Sablon que ça me plaisait beaucoup. Et alors, la question, c'est comment ça se fait que je suis arrivé au Sablon. Voilà, c'est lié en quelque sorte à la, à la fermeture, parce que c'était une fermeture avant que Luce Hulquin ne décède. Et donc, lorsque Luce a décidé de cesser ses activités avec une série d'auteurs, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et puis, je pense que c'était Geneviève Dama qui avait été publiée pour son premier roman, Rosellisé chez Luce, qui a eu contact avec Olivier Wérich, qui avait le désir de créer une antenne bruxelloise de ses éditions Wérich et de la collection Publicoq. Et cette antenne s'est nommée Le Sablon, et il fallait quelqu'un pour s'en occuper. Et donc, bah voilà, moi je me suis proposé, en fait. Et j'ai découvert que j'aimais beaucoup ça. Enfin, j'ai toujours beaucoup aimé ça. J'ai toujours et eu le souci de mettre en évidence d'autres auteurs que moi-même au travers de mes chroniques radio que je faisais alors, au travers des rencontres littéraires que je continue à faire. Aujourd'hui, j'ai repris aussi des chroniques pour le carnet et les instants. J'aime beaucoup, je trouve, c'est précieux, précieux dans une époque justement où le soutien aux lettres belges n'est pas toujours évident. Et donc voilà, la collaboration avec Vincent est formidable dans un partenariat, une confiance tout à fait formidable, quelque chose que j'avais jamais rencontré jusqu'ici. Alors, dites-nous, parce que cette maison d'édition, j'ai déjà interviewé un de vos confrères, à la fois éditeur et auteur, qui est Éric Brognier, qui s'occupe plus du volet poétique, Poésie, comme, oui, oui. comme, comme on l'appelle dans le catalogue des éditions Edern. Comment s'organise la maison d'édition? Mais racontez-le-moi de votre point de vue à vous. Quelle est la spécificité de cette maison d'édition et en quoi est-ce qu'elle innove dans le monde éditorial et en quoi est-ce que ce qu'on lui souhaite, elle pourrait devenir un des acteurs clés de la littérature belge francophone, mais de la littérature francophone tout court. Oui, francophone tout court, parce que c'est pas une maison d'édition belge, hein. C'est une maison d'édition située en Belgique, mais internationale, dans le sens où il y a des auteurs je vais pas dire de tous les continents encore, mais en tout cas d'Afrique, de Madagascar, d'Afrique du Nord, de France, euh, et d'ailleurs, je connais pas exactement, mais bon, c'est ouvert sur l'international en tout cas. Euh, et donc, ce qui est la grande spécificité de la maison d'édition, c'est sans doute d'abord cette ouverture et cet éclectisme. En interne, c'est la grande collaboration et confiance mutuelle. Vis-à-vis de l'extérieur, la grande caractéristique, c'est que on fait l'impression à la demande, print on demand, comme on dit en bon français, on contourne la chaîne qui nous enchaîne ou la filière du livre dans le sens où les livres ne sont pas acheminés par caisse entière chez les libraires, où les livres sont alors parfois sortis des caisses mais parfois pas, lorsqu'ils sont sortis, mis sur les tables, ils restent 3, 4, maximum 5 semaines, puis ils sont rapatriés et envoyés au pilon. Et j'ai appris très récemment dans un article du Monde diplomatique, le saviez-vous, Jean Geniot, qu'avec le pilonnage, on fait du papier de toilette. Voilà, donc c'est, c'est C'est assez une fable symbolique assez cruelle. et très cruel. Voilà, donc on contourne cette chose-là. Alors la difficulté, c'est que les livres ne sont pas nécessairement chez les libraires, mais lorsque j'étais publié chez Luchulquin, les livres n'étaient pas non plus nécessairement sur les tables des libraires. Et voilà. Et donc les choses se commandent en ligne. On peut tout à fait commander le livre chez un libraire, bien entendu. Et aujourd'hui, les libraires pouvant retourner les livres, ce que Vincent ne souhaitait pas au départ, ben, ça facilite en fait la tâche pour les libraires qui acceptent plus facilement lorsqu'on va les voir,
d'en commander, en fait, d'en prendre, puisqu'ils peuvent faire retour. Mais il y a aussi des économies d'échelle, puisqu'il n'y a pas de directeur commercial, enfin, ou d'attaché commercial qui va, comme dans les autres grandes maisons d'édition, démarcher les différents libraires pour déposer, pour que les libraires commandent les livres. Voilà. Donc, il y a une librairie en ligne, hein, la librairie corsaire.com, où on peut les commander. On peut commander toujours les livres chez n'importe quel libraire. Alors, une question, cette fois-ci plus spécifiquement consacrée au rôle de l'aile ou au rôle de l'éditeur. Vous, personnellement, comment est-ce que vous fonctionnez, j'allais dire? Vous recevez sur la plateforme d'Edern, il y a une série de manuscrits qui sont déposés. Vous en choisissez l'un ou l'autre, selon quels critères? Et quelle est la part de travail que vous envisagez d'y consacrer? Ah, oui, donc on a une plateforme, hein, sur laquelle il y a une première lecture qui est faite, une première sélection qui est effectuée. Et donc par rapport à tous les manuscrits qui nous arrivent, donc voilà, on va voir un peu de quoi ils retournent. Moi, lorsque je vais sur la plateforme, je vais voir, tiens, ça me parle pas beaucoup. Il y a d'abord un commentaire du comité de sélection d'abord. Je regarde le commentaire, je regarde parfois qui l'auteur, je lis un petit peu les 10 premières pages du texte, voir que voilà, si je vais adhérer, mais à partir du moment où il a été validé comme étant bon pour une aile, comme on dit chez nous, moyennant retravail, alors ben voilà, je m'y attelle, quoi. Mais c'est vrai qu'un accompagnement comme ça prend beaucoup de temps. Ça prend ouais, une bonne quarantaine, entre 40 et 50 heures de travail, de retravail, de relecture, avec des allers-retours auprès des auteurs. Et la plupart des auteurs, c'est ça qui est formidable, la plupart, moi j'en ai tous pour le moment, sont toujours très positifs et très collaborants. En fait. J'ai pas eu d'auteur orgueilleux, dit mais c'est quoi ça, on touche à mon texte, machin brol. Non, non, donc le but, et c'est très intéressant comme travail parce que pour moi, comme auteur, j'ai le sentiment d'apprendre quand même pas mal de trucs. Hein, et puis le travail, c'est celui qu'on a un peu comme romancier, on doit se couler dans la peau de personnages qui ne sont pas nous. Et là, on doit se couler dans l'écriture et l'univers d'un auteur. On doit faire un peu le caméléon. Et je trouve ça tout à fait passionnant. C'est pas du tout antithétique avec le travail d'écriture. Euh, donc, oui. Et encore une fois, j'ai pas eu d'auteur orgueilleux. Ça arrivera, mais j'en ai pas trouvé. Vous m'avez volé ma dernière question qui était, qu'est-ce que cela vous apporte à vous, écrivain, d'avoir Ah affaire oui. à ces manuscrits, à ces collègues écrivains? Alors, l'argument de cet accompagnement éditorial, l'argument, c'est que l'auteur est toujours le moins bon lecteur de son texte. Mhm. Toujours, fatalement. On ne voit pas des choses pour soi-même. Mais avec ce travail d'accompagnement, ça nous fait voir. En étant obligé, en voyant chez autrui, je prends davantage conscience et ça me permet, je pense et j'espère, de devenir plus lucide sur mon propre travail. Voilà. Et donc, oui, on voit des choses qui fonctionnent moins. Oui, oui, ça nous aide dans la compréhension du geste d'écrire. Très bien, Éric Brucher, c'est sur ce geste d'écrire que nous allons prendre congé. Je vous souhaite déjà un plein succès pour celui-ci, dont je rappelle le titre Les Débris du ciel, ce roman paru chez Edern, et on attend déjà le recueil de nouvelles à paraître en février que vous nous annoncez. Merci, Éric Brucher. Merci, Jean Geniot.